À 84 ans, Chuck Norris révèle la vérité choquante sur Bruce Lee. Chuck Norris et Bruce Lee étaient de grands amis et des artistes martiaux incroyables et légendaires. Alors que Chuck est devenu un véritable phénomène Internet, Bruce a connu une fin tragique bien trop tôt. Même aujourd'hui, la raison de sa mort reste incertaine. Cependant, une récente révélation de Chuck Norris a relancé les discussions. De nombreuses théories suggèrent que la mort de Lee était due à un œdème cérébral, tandis que d'autres pointent vers une carence en sodium. Après 50 longues années depuis son décès, nous n'avons toujours pas pu trouver de conclusion émotionnelle. Mais il semble que son ami proche détenait toutes les réponses, car Chuck Norris a finalement révélé la vérité choquante sur la mort de Bruce Lee. Comment se sont-ils rencontrés? Bruce Lee et Chuck Norris se distinguent comme deux des figures les plus emblématiques des arts martiaux et du cinéma d'action. Mais qu'est-ce qui a réuni ces légendes? Et comment leur amitié a-t-elle évolué pour devenir l'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire du cinéma? Revenons à la fin des années 1960, une époque où Lee et Norris étaient des étoiles montantes dans leurs domaines respectifs. À cette époque, Lee avait déjà acquis une reconnaissance à Hong Kong avec ses films révolutionnaires tels que The Big Boss et Fist of Fury, s'imposant comme un phénomène des arts martiaux. De l'autre côté du globe, Norris faisait sensation en tant que champion du monde de karaté, remportant de nombreux titres et championnats aux États-Unis et à l'international. Leurs chemins se sont croisés lors du championnat ouvert de karaté All-American en 1967. Un événement crucial où Norris est sorti vainqueur, tandis que Lee a captivé le public avec sa démonstration électrisante d'arts martiaux. Après la compétition, les deux maestros des arts martiaux se sont connectés et ont discuté de leur passion commune pour le combat et la philosophie des arts martiaux. Reconnaissant leur respect mutuel et leur affinité, Lee et Norris ont décidé de pousser leur camaraderie un peu plus loin en s'entraînant ensemble dans le jardin de Lee. Lee, toujours ouvert aux nouvelles idées et techniques, a constaté les bienfaits des conseils de Norris, notamment dans le domaine des coups de pied hauts. Initialement, Lee était attaché à l'idée que les coups de pied ne devraient pas monter au-dessus de la taille, un principe qu'il avait adopté dans sa philosophie martiale. Cependant, Norris lui a présenté le concept de coups de pied partout, en soulignant l'avantage stratégique de cibler les zones vulnérables, comme la tête, si l'opportunité se présentait. Reconnaissant la validité de la perspective de Norris, Lee a accepté le défi d'incorporer les coups de pied hauts dans son répertoire. En seulement 6 mois d'entraînement dévoué, la maîtrise de Lee dans les coups de pied hauts égalait celle de Norris, un accomplissement qui en dit long sur l'adaptabilité de Lee et son engagement à maîtriser de nouvelles compétences. En retour, Norris s'est retrouvé tout aussi impressionné par les qualités de Lee, sa vitesse, sa puissance et son approche unique de la philosophie du combat. Plongé dans le style innovant de Jeet Kune Do de Lee, Norris a acquis des perspectives inestimables sur une philosophie martiale qui transcende les limites des pratiques traditionnelles. Jeet Kune Do, souvent appelé la voie du point intercepteur, témoigne de l'esprit révolutionnaire de Lee. Contrairement aux systèmes martiaux conventionnels, le Jeet Kune Do n'est pas limité par des techniques rigides. Il incarne plutôt la fluidité et l'adaptabilité, tant dans le combat que dans la vie. Au cœur de l'éthique du Jeet Kune Do se trouvent les principes de simplicité, de directivité et de liberté. À sa base se trouve le concept d'interception, une approche qui consiste à contrer préventivement les attaques ou les intentions de l'adversaire avant qu'elles ne se manifestent pleinement. L'exécution de l'interception exige une conscience accrue, un timing impeccable et une capacité à s'adapter rapidement aux circonstances évolutives, une caractéristique de la philosophie martiale de Lee. Dans l'entraînement au Jeet Kune Do, les pratiquants apprennent à intercepter en utilisant une variété de techniques, y compris les coups de poing, les coups de pied, les coudes, les genoux, les pièges, les blocages et les projections. Mais le Jeet Kune Do est plus qu'un simple art martial. C'est une philosophie de vie. Il favorise l'ouverture d'esprit, la flexibilité,
la créativité et la recherche de la conscience de soi et de la croissance personnelle. Comme l'a conseillé Bruce Lee célèbre, les pratiquants devraient rechercher leur propre expérience, absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile, ajouter ce qui est essentiellement le vôtre. Chuck Norris a été profondément impressionné par l'engagement et l'enthousiasme de Lee, ce qui a conduit à un lien solide entre eux. Puis, apparemment de nulle part, Lee a contacté Norris avec une proposition intrigante. Il avait rencontré le succès avec 2 films à Hong Kong et était maintenant impatient de repousser les limites cinématographiques avec une scène de combat sans précédent. Lee voulait que Norris se joigne à lui en tant qu'adversaire dans cette entreprise révolutionnaire. Bien s'entendre. Su amistad floreció en una colaboración profesional en 1972, cuando Bruce Lee extendió una invitación a Chuck Norris para coprotagonizar su tercer película, El Regreso del Dragón, un proyecto que Lee escribió y dirigió. El Regreso del Dragón es una película de comedia de acción de artes marciales hongkonesa de 1972, que marca el único esfuerzo completo de dirección de Lee y la última película lanzada durante su vida. Junto a Lee, la película cuenta con Nora Miao, Robert Wall, Wei Ping-oh y Chuck Norris en roles prominentes. La historia sigue a Tang Lung, un talentoso artista marcial de Hong Kong que viaja a Roma para ayudar a sus amigos Chen Qinghua y su tío Wang. Se enfrentan a la intimidación de un jefe del crimen local que busca controlar su restaurante. Tang Lung utiliza su destreza en Kung Fu para defender el establecimiento de los gánsteres mientras se sumerge en los sonidos y la vida vibrante de la ciudad. El clímax de la película muestra a Tang Lung enfrentándose a Colt, el asesino contratado por el jefe del crimen, en un enfrentamiento épico ambientado en el Coliseo. El Regreso del Dragón disfrutó de un inmenso éxito en taquilla, recaudando más de 130 millones en todo el mundo, a pesar de su modesto presupuesto de $130,000. Logrando un retorno de inversión 1000 veces superior, se convirtió en la película más taquillera de 1972 en Hong Kong y mantuvo el título de la película hongkonesa más taquillera de todos los tiempos en el momento de su lanzamiento. Su impacto se extendió a los Estados Unidos, donde debutó como El Regreso del Dragón en 1974 y se convirtió en la primera película de Hong Kong en reclamar el primer lugar en la taquilla estadounidense. La película, aclamada por la crítica, es ampliamente reconocida como una de las mejores películas de artes marciales jamás realizadas, mostrando el talento y el magnetismo extraordinarios de Bruce Lee tanto detrás como delante de la cámara. Sus secuencias icónicas, incluyendo el duelo de nunchakus, la pelea en el callejón y la confrontación climática con Chuck Norris, han dejado una huella indeleble en la historia del cine. A través de su narrativa llena de acción, El Regreso del Dragón también sirve como un testimonio de la filosofía de artes marciales de Lee, que prioriza la adaptabilidad, la ingeniosidad y la autoexpresión. La batalla climática entre Lee y Norris se desarrolla dentro de los antiguos confines del Coliseo, ganando un amplio reconocimiento como una de las mejores secuencias de pelea del cine. Cada artista marcial muestra sus habilidades y técnicas distintivas. Lee se basa en su velocidad y agilidad relámpago, mientras que Norris aprovecha su fuerza formidable y resistencia. Notablemente, la pelea es elogiada por su autenticidad, ya que los combatientes entregan golpes con toda su fuerza, y por su respeto mutuo, evidente en los saludos respetuosos intercambiados antes y después del combate. Finalmente, Lee emerge victorioso sobre Norris, concluyendo el duelo con una muestra conmovedora de honor, colocando su chaqueta sobre su oponente vencido como gesto de respeto. Chuck Norris ha ofrecido su propia perspectiva sobre la muerte prematura de Bruce Lee, compartiendo sus ideas durante una demostración de artes marciales en una convención de San Diego Comic Con, La Mort Mystérieuse de Bruce Lee.
Norris, étant proche de Lee, était bien informé de ses problèmes de santé et de ses habitudes de vie. Lee a connu un revers important lorsqu'il a tenté de soulever des poids au-delà de ses capacités, ce qui a entraîné une hernie discale dans son dos. Cette blessure l'a laissé hospitalisé pendant 3 semaines, les médecins ne sachant pas s'il retrouverait sa capacité à marcher. L'incident s'est produit en 1968 lors d'une séance d'haltérophilie, plus précisément lorsqu'il effectuait un exercice appelé « bon matin ». La hernie discale a causé de fortes douleurs et a considérablement restreint ses mouvements, nécessitant une intervention chirurgicale et des médicaments pour la récupération. Malgré les conseils médicaux de privilégier le repos et la récupération, la ténacité et l'impatience de Lee l'ont poussé à continuer un entraînement intense et des efforts. Il a persisté à pousser son corps à ses limites, ignorant les avertissements pour permettre une guérison adéquate. De plus, Lee luttait contre un métabolisme rapide, cherchant constamment à augmenter son poids et sa masse musculaire. Pour alimenter son régime rigoureux, il maintenait une alimentation riche en protéines et se supplémentait en substances comme le ginseng et la gelée royale pour augmenter ses niveaux d'énergie et ses performances. Lee adoptait également la pratique de consommer de grandes quantités d'eau, atteignant parfois jusqu'à 10 litres par jour, dans le but de détoxifier son système. Norris a mentionné que Lee avait une recherche intense de la perfection et un désir d'exceller dans tous les aspects de sa vie. Pendant son séjour à Hong Kong, alors qu'il se préparait pour son prochain film, Lee a collaboré avec l'actrice Betty Ting Pei qui devait être sa partenaire. Lee a eu de graves maux de tête pendant cette période, ce qui a amené Betty à lui fournir des antibiotiques pour soulager l'inconfort. Malheureusement, la combinaison des médicaments qu'il prenait pour ses problèmes de dos et des antibiotiques a déclenché une réaction indésirable, provoquant un gonflement du cerveau et entraînant soit un anévrisme, soit une rupture de cellules sanguines dans son cerveau. Selon Norris, la nuit du décès de Lee, il était toujours à Hong Kong en préparation de son prochain projet, le jeu de la mort. En travaillant avec Betty Ting Pei, qui était également sa maîtresse, Lee a rencontré un autre grave mal de tête. Cherchant un soulagement, il a demandé à Betty l'un de ses antidouleurs sur ordonnance, ignorant qu'il contenait de l'aspirine. Norris a souligné que Lee était allergique à l'aspirine, et l'ingestion accidentelle du comprimé, combinée à ses médicaments existants, ses suppléments et sa forte consommation d'eau, a déclenché une réaction dans le corps de Lee, entraînant un œdème cérébral ou un gonflement du cerveau. Après le décès prématuré de Bruce Lee, Chuck Norris a honoré sa mémoire à travers diverses interviews et publications. Norris a chaleureusement dépeint Lee comme une figure remarquable, le créditant comme une force révolutionnaire à la fois dans les arts martiaux et au cinéma. Il a souligné la nature humble et généreuse de Lee, mettant en avant comment les enseignements de Lee l'ont inspiré à se battre pour l'amélioration de soi. Exprimant ses sentiments sincères, Norris a regretté l'absence de Lee et exprimé des regrets de ne pas avoir été témoin de sa croissance continue et de ses réalisations. Le point de vue de Matthew Polly sur la mort de Bruce Lee. Bien que le récit de Norris sur la mort de Bruce Lee ait été scruté, certains éléments concordent avec les conclusions tirées par le biographe de Lee, Matthew Polly. Dans son livre Bruce Lee, une vie, Polly présente un argument convaincant proposant que la disparition de Lee soit le résultat d'un coup de chaleur. Le coup de chaleur se produit lorsque le corps ne parvient pas à réguler sa température, entraînant une défaillance d'organes, des lésions cérébrales et finalement la mort. La théorie de Polly est étayée par des recherches approfondies et une analyse de divers faits et indices entourant la vie et la fin tragique de Lee. Polly met en avant 3 facteurs significatifs contribuant à la susceptibilité de Bruce Lee au coup de chaleur. Tout d'abord, Lee a subi une intervention chirurgicale pour retirer ses glandes sudoripares des aisselles afin d'améliorer son apparence à l'écran. Cependant, cette procédure compromettait la capacité de son corps à réguler la température par la transpiration, particulièrement problématique dans le climat chaud et humide de Hong Kong. Les glandes sudoripares jouent un rôle crucial dans la thermorégulation et leur ablation augmente le risque de troubles liés à la chaleur.
Deuxièmement, l'histoire médicale de Lee comprenait un épisode précédent de coup de chaleur, survenu 10 semaines avant sa disparition, alors qu'il enregistrait des dialogues pour Enter the Dragon. Lors de cet incident, il s'est effondré et a eu des convulsions dans une pièce mal ventilée, ce qui a entraîné son hospitalisation et un diagnostic d'œdème cérébral. Bien que les médecins l'aient traité avec du mannitol pour soulager le gonflement du cerveau, Polly suggère que le coup de chaleur était la cause sous-jacente négligée par les professionnels de la santé. Le docteur Lisa Leon soutient cette vue, en soulignant le risque accru de récidive de coups de chaleur et le potentiel de dysfonctionnement multi-organique pendant la récupération, pouvant entraîner de graves conséquences à long terme, notamment un handicap et la mort. Troisièmement, ajoutant à son analyse, Polly met en avant les circonstances entourant la disparition de Bruce Lee lors de cette journée étouffante de juillet 1973. Alors que les températures atteignaient 33,9 degrés Celsius ou 93 degrés Fahrenheit, Lee se trouvait dans l'appartement de sa maîtresse, Betty Ting, où il se plaignait d'un mal de tête et prenait de l'Equagesic, un médicament composé d'aspirine et d'un tranquillisant. Cherchant un soulagement, il se retira dans son lit, enveloppé sous une couverture lourde. Polly suggère que la combinaison du médicament, de la couverture et de la chaleur accablante a créé les conditions d'un coup de chaleur fatal pour Lee. De plus, il avance que le médicament aurait pu masquer des symptômes comme la soif, la fatigue et la confusion, empêchant Lee de reconnaître le début du coup de chaleur et de chercher de l'aide. L'hypothèse de Polly trouve écho dans les conclusions de l'autopsie, qui ont révélé l'absence de réactions allergiques telles que des éruptions cutanées ou des difficultés respiratoires, alors que les tests sanguins de Lee indiquaient des niveaux normaux d'aspirine et de tranquillisants, excluant une surdose. Notamment, son cerveau présentait une augmentation de 133% du gonflement, indicatif d'un œdème cérébral. De plus, le témoignage du docteur Donald Langford, suite à son examen des restes de Lee, vient étayer la possibilité d'un coup de chaleur comme facteur principal de son décès.